Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Afrique. Ce 20 mars 2021, le monde a célébré le 20e anniversaire de la Convention de Stockholm, qui a été désignée dans le but d'éliminer ou de réduire la production et l'utilisation des substances chimiques dans le monde. Conscient que les polluants organiques persistants constituent des menaces majeures et croissantes pour la santé humaine et l'environnement, en mai 1995, le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement a demandé dans sa décision 1832 qu'un processus international d'évaluation d'une liste initiale de 12 POP soit entrepris. Par la suite, de nouveaux polluants organiques ainsi que de nouveaux produits chimiques ont été identifiés. Ainsi, la convention va être adoptée et ouverte en mai 2001 à Stockholm, en Suède. Elle va entrer en vigueur le 17 mai 2004. Mais posons-nous quand même quelques questions. Qu'en est-il des polluants organiques persistants initialement identifiés 20 ans après la signature de la Convention? Où en sont les pays africains signataires de la Convention? Quels sont les risques que provoquent ces substances chimiques sur la santé et sur l'environnement? Des éléments de réponse dans cette émission avec nos invités, Madame Diop Rokhaya Ndiaye, biologiste, environnementaliste, toxicologue, directrice du Centre régional des conventions de Bâle et de Stockholm. Pour les pays d'Afrique francophone, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Alors, en face de vous, professeur Mamadou Fall, directeur du Centre anti-poison et chef de service de toxicologie de la faculté de médecine de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop. Merci à vous également. Merci, madame Boukaka. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a 20 ans, la Convention de Stockholm a été adoptée en Suède dans le but d'éliminer ou de réduire la production et l'utilisation des substances chimiques dans le monde. Quelle est l'importance de cette convention, Monsieur Fall? Merci. En fait, cette convention a été ratifiée pratiquement par tous les pays au monde. C'est surtout pour un contrôle, une réduction et surtout une élimination de ce qu'on appelle les polluants organiques persistants. Les caractéristiques de ces polluants organiques persistants, on peut retenir 4 caractéristiques. C'est d'abord, c'est des produits qui persistent dans l'environnement et dans les milieux biologiques, donc ne se dégradent pas facilement. En plus, c'est des produits qui s'accumulent dans les organismes vivants. Par exemple, si quelqu'un a fait 10 ans, la concentration de la première à la 10e année, ça augmente parce que les produits ne s'éliminent pas très vite. La 4e caractéristique, ce sont des produits qui voyagent très longtemps, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un impact à un endroit très loin des lieux de leur production. Et enfin, c'est des produits toxiques qui peuvent avoir un impact sur la santé humaine, mais également peuvent perturber les systèmes biologiques, pour ne pas dire l'environnement tout court. Alors, justement, un mot, Madame Diop, par rapport à cette convention, l'importance même de cette convention. Cette convention, quand même, il faut savoir qu'au niveau de mise en œuvre, n'est rien d'autre que la version la plus, en tout cas, la plus dangereuse de 2 conventions précédentes, à savoir la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières des déchets dangereux, mais également la Convention de Rotterdam sur le commerce international des produits chimiques. Ce qui fait que ces produits qu'on appelle les produits polluants organiques persistants, tous ces produits se retrouvent soit au niveau de la Convention de Bâle, soit au niveau de la Convention de Rotterdam. C'est pour dire que la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants fait partie des conventions phares qui protègent la santé humaine, mais également l'environnement de façon la plus énergique possible jusqu'à nos jours. Et ces polluants organiques ont été identifiés, ces polluants organiques persistants, identifiés et classifiés. Qu'en est-il justement, Madame Diop? Oui, au départ, comme vous l'avez signalé tantôt, il y avait 12 polluants organiques persistants. Et maintenant, nous sommes à plus de 23 polluants organiques persistants. Donc, ce n'est pas uniquement l'Afrique, ce n'est pas uniquement l'Europe. Pour nous, biologistes environnementalistes, on dit que le monde est un village planétaire. Parce que c'est nous qui connaissons les frontières, malheureusement, mais les polluants organiques persistants ne connaissent pas les frontières.
Vous allez par exemple... On les retrouve un peu partout, comme vous le dites, oui. Vous allez en Alaska, il n'y a aucune activité industrielle. Vous allez voir, vous allez en analysant des échantillons, vous allez trouver des polluants organiques persistants. C'est pour vous montrer la véracité même des polluants organiques persistants. Alors, Madame Diop vient de le dire, hein, on le trouve un peu partout, ces polluants organiques persistants. Et parmi ces produits persistants, nous avons des PCB, qui sont justement des produits chimiques organiques, qui devraient être éliminés d'ici 2025, selon la Convention de Stockholm. Où en sont les pays quant à cette échéance, Monsieur Diop? Oui, les PCB ou polychlorobiphéniles étaient utilisés comme des huiles qu'on mettait dans les moteurs, comme les groupes électrogènes, etc. Donc il y a beaucoup de sociétés qui l'utilisaient, mais interdites depuis très longtemps. Je pense qu'en principe, au Sénégal, il n'y a plus quand même des sociétés autres qui utilisent cette huile-là pour leurs moteurs. Mais qu'en est-il des stocks qui sont sur place ou autres? C'est ça le problème. Est-ce que nos pays ont les moyens de les prendre en charge? Est-ce que les produits qui rentrent dans nos frontières sont contrôlés pour être sûr que ce n'est pas des PCB? Parce que nous achetons tous des huiles pour moteurs, mais ces huiles-là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc c'est très difficile de répondre au niveau de nos pays africains, où certes il y a cette convention, mais des fois il y a la réglementation locale qui fait défaut, le contrôle également peut faire défaut. Donc c'est très difficile aujourd'hui de dire si les PCB ne sont pas encore dans notre quotidien ou pas. Vous avez posé des bonnes questions, mais moi également, je voudrais rebondir sur ça. Comment les pays africains peuvent mieux s'organiser pour y parvenir? Je laisse la parole à Mme Diop. Allez-y, Mme Diop. Parce que, par exemple, pour le cas des PCB, comme l'a signalé le professeur Mamadou Fall, il faut savoir que les PCB, l'arrêt de production et d'utilisation, c'est 2025, mais l'élimination totale, c'est 2028. Donc actuellement, on a, au niveau du centre, d'abord, on a eu l'honneur de piloter un projet régional pendant 8 ans et c'est achevé en 2019. On a clôturé le projet avec 16 pays africains dans le cadre de la gestion écologiquement rationnelle de ces transformateurs à PCB, mais dans le domaine des sociétés d'électricité. Mais les PCB, comme l'a signalé tantôt le professeur, c'est un peu partout. Ce n'est pas uniquement les sociétés d'électricité, il y a les condensateurs qui contiennent des PCB, il y a des huiles qui contiennent des PCB. Et ces PCB, le problème des PCB, c'est les huiles sont récupérées par le secteur informel. Et il y a, même dans certains pays, ces huiles servent d'huile de friture. Dans les études socio-économiques du projet qu'on a clôturé, dans beaucoup de pays africains, je ne veux pas citer. Que beaucoup de pays, beaucoup d'Africains se rendent compte de ce que vous dites? Mais ils ne connaissent pas. On se dit que le produit est important, je vais l'acheter, je vais l'utiliser, mais derrière, ce produit est dangereux. Tout à fait, très dangereux, très dangereux. Donc cela veut dire qu'actuellement, on a besoin de la sensibilisation et de veille. Hein. Ça fait partie même des articles phares de la Convention de Stockholm. Parce que, à part les PCB, il y a ce qu'on appelle les dioxines et les furanes, qui sont des polluants organiques persistants, produits non intentionnellement. C'est comme les pneus qui sont brûlés. Ils produisent ce qu'on appelle les polluants organiques persistants. Et chaque jour que Dieu fait, vous voyez, quand il y a une manifestation, on prend les pneus pour les mettre en feu. Et toutes ces activités qui nécessitent des changements de comportement, bien entendu, c'est avec votre aide qu'on pourra, en tout cas, pas à pas, avoir un changement de comportement de nos concitoyens. Mais n'empêche, présentement, on est en train de mettre en œuvre un autre projet qu'on appelle un business model qui est mis en œuvre au Sénégal et qui nous permettra d'accompagner nos pays pour le changement des transformateurs APCB vers des transformateurs free qu'on appelle des transformateurs à huile minérale. Et quelles sont les actions que mène justement le centre dans ce sens?
Oui, déjà le centre exécute ce projet test et une fois que les résultats de ce projet d'ici 1 an, d'ici 18 mois, les résultats de ce projet feront l'objet en tout cas d'un projet régional qui est financé déjà en partie par le Fonds français pour l'environnement. Donc c'est des petits projets qui nous permettent un peu de maîtriser l'enjeu économique, mais également l'enjeu environnemental du projet. Et dès qu'on a les résultats qu'il faut, là on affine davantage les projets régionaux qui seront implémentés, par exemple dans les régions de l'Afrique de l'Ouest ou bien au niveau de l'Afrique centrale. C'est comme ça qu'on procède par étape. Alors, vous avez parlé de ces produits polluants. On va parler des risques juste après, mais je voudrais bien que vous puissiez réagir, Monsieur Fall. Tous ces produits polluants ne sont pas éliminés. Comment se passe ce processus? Expliquez-nous un peu ce processus. En fait, l'élimination, c'est déjà ne pas les produire. Il faut qu'on fasse tout pour ne pas les produire. Parce que comme on a dit que la biodégradation est très faible, ça veut dire que ce n'est pas des produits que vous pouvez brûler et les éliminer. D'ailleurs, beaucoup sont produits en brûlant d'autres matériaux. Ce qui est dangereux pour la santé. Ce qui est dangereux. Et donc, cette convention voudrait vraiment qu'on réduise les sources de production de ces produits. Si c'était des produits comme les pesticides organochlorés qui sont interdits, on ne va plus les produire, c'est interdit. Si c'est les PCB, bientôt ça sera interdit. Mais les dioxines, les furanes, à chaque fois qu'on fasse du brûlage de matériaux, souvent on en produit. C'est pour dire que des fois, dans certains pays, on prend les cendres, ce qu'on appelle les cendres ultimes, qu'on va mettre dans des stations d'enfouissement technique pour vraiment les emprisonner comme si c'était des produits radioactifs. C'est-à-dire on prend les cendres, on va presque les bétonner quelque part, mais on ne peut pas les brûler encore pour les faire disparaître. Et vous avez parlé des pesticides, justement, l'agriculture conventionnelle affaiblit les ressources naturelles productives. Est-ce que vous pensez que l'agriculture biologique aujourd'hui est une alternative incontournable? Oui, c'est une alternative, mais il faut comprendre qu'actuellement, avec le nombre d'habitants de la planète, on ne peut pas nourrir toute cette planète-là sans augmenter les rendements de l'agriculture et il n'y a que les pesticides qui peuvent aider. Alors pour l'agriculture bio, c'est toujours bien, mais souvent on perd quelque chose pour gagner autre chose. L'agriculture conventionnelle, c'est les polluants, les pesticides et autres, mais l'agriculture bio, souvent, il y a la contamination des mycotoxines quand même qui vont amener d'autres substances. Donc vraiment, c'est assez relatif. Ce qui est important, c'est d'utiliser ces pesticides à bon escient. La bonne dose sur la bonne surface et respecter ce qu'on appelle les délais avant récolte, les délais avant consommation. Si c'est respecté, si vraiment les résumés des caractéristiques du produit sont respectés, c'est-à-dire les recommandations du producteur, on n'a pas de problème. Malheureusement, dans nos pays, en Afrique, on utilise très peu de pesticides, mais la majeure partie des accidents se passent dans nos continents parce que c'est très mal utilisé. Alors, Madame Diop, vous êtes directrice du Centre régional des conventions de Bâle et de Stockholm pour les pays d'Afrique francophone. Tout à l'heure, vous avez parlé des actions menées au sein de ce centre. Je voudrais savoir sur le continent, comment accompagnez-vous les pays signataires à se conformer à la Convention de Stockholm? En tant qu'interface du secrétariat des conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm, notre challenge, c'est d'abord maîtriser les enjeux de notre région. Actuellement, on est 38 centres régionaux dans le monde et on est un peu dispatché par rapport aux critères linguistiques. Comme vous l'entendez, centre francophone. Donc nous couvrons les 29 pays francophones d'Afrique. Par conséquent, tous les 4 ans, on fait ce qu'on appelle notre work plan, notre business plan. Et dans le work plan, nous démarrons les investigations au niveau des pays, avec des questionnaires, des échanges, etc. Et de la base vont remonter les priorités nationales. Et à partir des priorités nationales, les plus en vogue, les plus répétitives, on en fait ce qu'on appelle des priorités régionales.
Et à partir de ces priorités régionales maintenant, si vous allez au niveau du site web du secrétariat des conventions de Bâle, Stockholm et Rotterdam, vous allez voir que notre business plan 2020-2024 est validé et mis en ligne. Comme les autres centres régionaux, bien entendu, parce qu'on est 4 au niveau de l'Afrique. Donc, ce qui fait que les partenaires qui souhaiteraient accompagner les pays peuvent consulter les business plans. Les business plans avec budgétisé tout. Donc, ils peuvent, s'ils sont intéressés par telle ou telle problématique, tel ou tel polluant, peuvent en tout cas nous appuyer. Et même les pays, on a cité les pays qui sont intéressés par telle ou telle problématique. On est allé jusqu'aux pays qui souhaiteraient être appuyés sur telle ou telle problématique. Parce que tout simplement, ils en font des priorités nationales. Et en plus de ça également, ils ont ce qu'on appelle les plans nationaux de mise en œuvre de la Convention de Stockholm, ce qu'on appelle les PNM. Et les pays, tous les 4 ans aussi, ils ont obligation de faire des études et de faire une mise à jour. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des avancées dans ce sens-là? Oui, bien sûr. Parce que ne serait-ce que par exemple pour le PCB dont on a discuté tout à l'heure, les pays qui ont eu l'opportunité de participer au projet régional PCB que le centre a eu l'honneur de piloter, tous ces pays ont déjà ce qu'on appelle le plan de gestion environnementale et sociale de leur entreprise. Ça, c'est déjà quelque chose. Les transformateurs ne sont plus cédés au secteur informel. Ils ont déjà également tout ce qui accompagne les activités de mise en œuvre. Il y a les prélèvements, il y a le suivi médical. Donc tout ce package de sécurité, hygiène, sécurité est déjà fonctionnel sur ces entreprises. Je crois que ça, c'est quelque chose. D'autant plus aussi, on a formé un réseau de ces entreprises qui ont été appuyées durant le projet régional. D'accord. Alors, Monsieur Fall, est-ce que vous avez constaté ces avancées de votre côté? Alors moi, c'est en tant que, je vais dire, personnel de santé, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut constater, mais il faut quand même reconnaître qu'actuellement, de plus en plus, on a des maladies qu'on observait peut-être chez des personnes âgées, qu'on retrouve chez des jeunes, etc. Et ça, je pense qu'il y a ces polluants organiques persistants sont fortement suspectés. Je pense que ça, c'est un constat général. De manière souvent, la puberté est précoce. Beaucoup de personnes consultent maintenant pour avoir un enfant. Il y a des cancers qu'on observe sans pouvoir les expliquer. Et souvent, ce sont des problèmes d'environnement. Et ces produits-là sont très suspectés pour entraîner ces effets. Maintenant, il y a ce qu'on peut gérer au niveau étatique ou autre, mais il y a l'implication des communautés qui est importante. Madame Diop parlait du brûlage des pneus, mais de manière générale, au Sénégal, le brûlage des déchets, c'est comme si c'est ce qui est normal. Et tout ça, ça produit ces polluants organiques persistants qui peuvent entraîner des effets chez l'homme à des doses relativement. Quels sont ces effets-là? J'aimerais bien vous entendre. Alors, quels sont ces risques dont je disais tout à l'heure? L'effet qu'on craint, nous tous, c'est le cancer. Il y a beaucoup de produits qui sont connus cancérigènes. Par exemple, dans les HAP, il y a le benzoapyrène qui est vraiment maintenant validé comme un cancérigène. Les dioxines sont considérées comme cancérigènes et beaucoup d'autres sont supposés ou suspectés cancérigènes. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de données, mais les données qu'on a font que vraiment sont classées, ce qu'on appelle des probablement cancérigènes et des cancérigènes possibles. Ça vraiment sont surveillés. C'est des produits également qui peuvent réduire l'immunité, c'est-à-dire nos résistances, par exemple, envers les micro-organismes et autres, ça diminue notre immunité. C'est des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire le système endocrine, c'est la reproduction, c'est tout ce qui nous fait fonctionner. Oui. Parce que c'est des organes qui, quand je parle de système endocrinien, par exemple, le système qui fait que l'insuline soit produite, sécrétée, transportée et aller agir sur les cellules, ce sont des produits qui peuvent, au niveau de cette étape du système endocrinien, peuvent le perturber. Et ça pose problème.
Il a été constaté que depuis plusieurs années, un suivi qui a montré que le sperme, par exemple, chez les hommes, la qualité a beaucoup diminué. À cause de ces à produits, cause de ces produits qui sont incriminés. Il a été également constaté, je l'ai dit tantôt, des pubertés précoces. De plus en plus, les gens qui ont du mal à porter des grossesses sans aller se faire consulter chez le gynécologue. Donc il y a énormément de petits problèmes comme ce qu'on a démontré sur des animaux, même qu'on a observé ce qu'on appelle de l'imposexe, c'est-à-dire des animaux qui étaient des femelles qui sont devenus des mâles, etc. Et dans ce cas, c'est la disparition de l'espèce, d'où cet impact sur l'environnement qu'on est en train de souligner. Alors, pour les questions des sachets plastiques non biodégradables, certains pays africains ont renforcé, je veux dire, leur arsenal juridique pour mieux lutter contre ce fléau, avec l'intention de mettre en œuvre ces textes. Il s'agit, je peux citer ici le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, j'en passe. Par contre, d'autres peinent un peu à réglementer et faire appliquer l'interdiction des produits plastiques. Comment faire, Madame Diop? Et pour les déchets plastiques, quand même, il faut savoir que c'est une des priorités qui est ressortie lors de la dernière conférence des parties. Parce que tous les 2 ans, il y a une conférence plénipotentiaire des pays qui ont signé et ratifié ces conventions. Et la lutte contre les produits plastiques fait partie des priorités. Raison pour laquelle nous avons, comme je l'ai dit, dans notre business plan, on a un... Vous tenez tellement à votre business plan. Il faut que je me vende. Maintenant, dans notre business plan, on a un projet régional de gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques. Et il y a le Fonds français pour l'environnement avec d'autres partenaires, avec l'autre secrétariat des conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm qui nous appuie et qui va démarrer incessamment durant peut-être d'ici 2 mois et qui va couvrir déjà le Sénégal et le Cap-Vert. On est à la recherche d'autres partenaires qui nous permettront, comme vous le dites, de pouvoir accompagner ces pays qui ont déjà la législation. Parce qu'aussi, il faut comprendre que les pays, il faut qu'ils mettent à l'aise les centres. C'est-à-dire qu'il faut d'abord une volonté politique. Et une volonté politique, c'est d'abord légiférer ce qu'on appelle la domestication de ces conventions au niveau des pays parties. Et là, dès qu'on a la législation, dès qu'on a la volonté politique, maintenant les centres peuvent, quand il y a des possibilités de financement, être à l'aise dans la mise en œuvre. Nous, ce qu'on demande à nos pays, c'est vraiment de légiférer, d'informer, de sensibiliser, parce que tout simplement, si vous voyez que le secteur informel couvre à peu près combien de pourcents? Et pourtant, le secteur informel est le plus grand producteur de polluants organiques persistants. Ce n'est pas les usines. C'est ça le problème. Madame Diop, 20 ans après la signature de la Convention de Stockholm, où en sont les pays africains signataires de la Convention? C'est parce qu'il y a des études qu'on sait maintenant où sont les sources, quels sont les potentiels en tout cas cibles qu'il faut sensibiliser, qu'il faut organiser, qu'il faut en tout cas discipliner. C'est pas discipliner, mais au moins qu'il faut renforcer les capacités. C'est parce qu'il y a des études. C'est parce que, encore une fois, on met en œuvre les plans nationaux des conventions. Sinon, si on était resté en tant que pays parti à ne rien faire, on ne saurait jamais la place du secteur informel dans la mise en œuvre de la Convention. Parce qu'au moins, les usines, il y a ce qu'on appelle le ministère de l'Environnement. Il y a la tutelle qui veille au suivi. Il y a ce qu'on appelle tout ce qui est des filtres à dioxine, à furane, etc. etc. Excusez-moi de vous interrompre, vous avez dit quelque chose de très important. Et je voudrais savoir comment le secteur informel pollue plus que le secteur formel. C'est parce que, tout simplement, il y a la production non intentionnelle. Encore une fois. C'est-à-dire? C'est-à-dire tu produis sans pour autant savoir que c'est toi le producteur. Parce que celui qui est en train de brûler le pneu, il ne sait pas qu'il est en train de s'intoxiquer et d'intoxiquer l'humanité. Parce que les dioxines et les furanes voyagent. Tu peux produire les dioxines et les furanes au Sénégal et le retrouver aux États-Unis. Pourquoi pas? Au gré du vent, au gré, etc. etc. C'est pour dire la notion de village planétaire a toute son importance quand l'environnementaliste ou bien le biologiste vous parle. D'accord. Alors, donc le changement de comportement, c'est ça qui est essentiel maintenant.
Et pour ça, on a besoin de vous. Et on a vu avec cette pandémie, beaucoup de dirigeants africains, même bien au-delà, ont pris des mesures fortes et certaines personnes ont adopté des attitudes qui ont favorisé quelque part la protection de l'environnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, quelque part, je sais qu'on disait, par exemple, dans les grandes villes comme Dakar, comme Casablanca et autres, comme il y avait le confinement, il y a eu beaucoup moins de pollution par les véhicules. Mais quand même, il faut reconnaître que depuis que la pandémie est là, je ne sais pas combien de tonnes de masques nous avons jetés dans la nature. Les déchets biomédicaux, on en parlait tout à l'heure, il y en a énormément. Mais même cet aspect de diminuer la pollution de l'air, je pense que ça n'a pas été réellement démontré. Par contre, ce qui a été peut-être positif dans ces grandes villes, c'est le fait de porter le masque qui ne protégeait pas seulement contre le virus, mais également contre la pollution venant des automobiles, venant de tout ce qui est brûlé, etc. Maintenant, ça reste à être évalué pour voir effectivement quel a été le côté positif pour l'environnement. Je pense que le côté économique, on connaît que c'est un vrai désastre. Mais souvent, quand on touche à l'économie également, on touche l'environnement, on touche à la santé. Je pense que c'est un équilibre qu'il faut avoir. Merci beaucoup pour vos éclairages. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Madame Diop Rokhaya Ndiaye, vous êtes biologiste, environnementaliste, toxicologue, directrice du Centre régional des conventions de Bâle et de Stockholm pour les pays d'Afrique francophone. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, madame. Le plaisir est partagé. Madame. Merci également à vous, professeur Mamadou Fall. Vous êtes directeur du Centre antipoison et chef de service de toxicologie de la faculté de médecine de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop. Merci, vraiment, ça a été un très grand plaisir de parler d'environnement et de santé avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Medi 1 et prenez soin de vous.